Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion, c'est l'occasion aujourd'hui de rencontrer quelqu'un qui apporte un peu de soulagement dans un monde marqué souvent par des tragédies individuelles tout à fait extraordinaires. Alors aujourd'hui, avec quelqu'un qui s'occupe d'une ONG qui lutte contre la lèpre. Éric Chollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable au niveau suisse d'une mission qui s'appelle la mission évangélique contre la lèpre. Donc, au vu de l'appellation de cette mission, votre combat, c'est d'essayer d'éradiquer dans ce monde la lèpre, cette terrible maladie qui atteint de nombreuses personnes aujourd'hui. Oui, alors effectivement, dans l'appellation de notre nom se trouve en fait le descriptif de tout ce que l'on fait. Nous sommes une mission, il y a la notion évangélique, c'est-à-dire d'un témoignage chrétien, au travers d'une spécialité qui est celle de la lèpre. Et ce combat, bien sûr, nous le faisons depuis des décades et des décades. Oui, parce que cette mission, cette ONG pour laquelle vous travaillez, est très ancienne. Oui, alors elle trouve ses origines en 1874. Elle a commencé par un Irlandais qui est parti en Inde et puis qui allait pour toute autre chose. Il allait rencontrer son frère qui était dans l'armée anglaise. Lui, comme instituteur, s'est mis à enseigner les enfants de missionnaires. Et un jour qu'il se promenait avec un missionnaire en visitant les villages, ils se sont arrêtés dans une léproserie et il a tellement été frappé de voir dans quel dénuement et pauvres conditions se trouvaient ces gens qu'il a décidé de s'engager en plein pour essayer d'apporter un peu de confort et d'espérance aussi à ces personnes désavantagées. Alors je vous propose de voir quelques images qui nous permettront un peu de voir quels sont les ravages que suscite aujourd'hui encore la lèpre. C'est dans ce pays que la mission contre la lèpre concentre ses efforts. En effet, 62% de la totalité des cas de lèpre recensés dans le monde se trouvent en Inde. Le travail de la mission se voit concrètement dans ce qui est le moins spectaculaire, mais pourtant l'essentiel: la prévention, l'information et l'éducation. Les agents de santé rayonnent dans un large périmètre autour des différents centres de santé. Sur le terrain, leur présence de proximité permet de détecter les nouveaux cas de lèpre, d'enseigner les patients à se soigner eux-mêmes, de prévenir les handicaps par des chaussures protectrices. L'efficacité de la mission contre la lèpre se voit aussi dans ces 25 hôpitaux pratiquant soins curatifs et chirurgicaux. Elle se voit dans ces centres d'apprentissage, dans la fabrication de membres artificiels et de chaussures adaptées aux pieds sensibles des personnes atteintes de lèpre. Ici, à Vizianagaram, le caoutchouc est chauffé et enduit d'un produit chimique pour augmenter son élasticité. On fabrique ainsi de la gomme microcellulaire. Les plaques sont ensuite découpées, puis mises dans une presse. L'effet du produit chimique provoque des microbules qui donnent aux semelles leur souplesse et permet la fabrication de chaussures protectrices adaptées. Le centre de fabrication fournit de la gomme microcellulaire à travers toute l'Inde. Alors Éric Chollet, on vient de voir comment se fabriquaient ces chaussures, dont vous avez amené quelques exemplaires ici sur ce plateau. C'est assez impressionnant de voir que votre ONG s'occupe à la fois de soins, puis en même temps de réhabilitation des malades, des personnes victimes de la lèpre. Oui, alors le travail effectivement est très vaste. Il y a un éventail d'activités autour de la lèpre qui était impressionnant. Pourquoi des chaussures? Eh bien pour le simple fait que, comme vous le savez ou vous l'apprenez, la lèpre, la cause principale des dommages est due à l'insensibilisation qu'elle occasionne. Et spécialement aux pieds, lorsque vous avez des pieds qui sont insensibles, et dans des pays où les personnes marchent nu-pieds, elles ont de fortes chances de se blesser, de se brûler, d'avoir des infections, et ces infections peuvent entraîner la perte des doigts ou des membres.
Donc votre ONG regroupe à la fois des cordonniers, on peut imaginer, mais aussi en même temps des médecins. Oui, oui. Alors, dans un centre comme celui de Salo, où sont confectionnés ces sandales, par exemple, il y a toutes les activités d'un hôpital normal, avec tout ce qui est médecine, chirurgie, soins aux malades. Et à côté de ça, il y a une unité de fabrication de chaussures et de prothèses, des ateliers qui fournissent ouais, des membres artificiels aussi pour les patients qui en ont besoin. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que la mission pour laquelle vous travaillez emmène des Occidentaux sur place en Inde, par exemple, pour permettre la mise en place de soins performants, ou bien est-ce qu'elle recrute aussi sur place toute une série de personnels divers? C'est intéressant de noter qu'effectivement, la mission contre la lèpre a commencé par des expatriés à l'époque, puisque c'était un Irlandais. Ensuite, il y a eu quelques personnes qui se sont jointes à lui, qui étaient aussi des expatriés. Mais 130 ans plus tard, actuellement, nous avons environ 1400 employés en Inde et pratiquement toutes sont indiennes. Je crois qu'il nous reste une ou avoir deux personnes expatriées. Donc maintenant, tout le travail a été remis en main autochtones. Alors dernièrement, Éric Chollet, on a eu l'occasion d'accueillir ici en Suisse romande un Indien, le docteur Cornelius Walter, et il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions, lui qui est le responsable pour l'Asie du Sud de votre mission. Docteur Cornelius Walter, on entend parfois que dans le monde, la lèpre est en train de régresser. Est-ce que c'est la situation qui prévaut actuellement en Inde? The leprosy in absolute terms of patients required. La lèpre qui nécessite un traitement a beaucoup diminué grâce au travail accompli par le gouvernement, le corps médical et les organisations comme la Mission contre la lèpre. Quand la multithérapie a été introduite dans les années 80, le nombre de patients qui avaient besoin de traitement se situait entre 10 et 25 millions. Sur les 13 millions de malades que nous avons déjà soignés à ce jour, seulement 700 000 personnes ont pu recevoir un tel traitement. And only about 700,000 patients are taking treatment at any given time. Combien y a-t-il actuellement de personnes qui souffrent de la lèpre en Inde? The leprosy in India contributes the largest load of global leprosy. C'est en Inde qu'il y a la plus grande proportion de personnes atteintes par la lèpre dans le monde. Cela représente environ 2/3 de ces sujets, soit 450 à 500 000 patients. Au travers de votre organisation, combien de patients arrivez-vous à toucher et à soigner? I have to reply to that question in 2 or 3 ways. Il faut tenir compte de plusieurs critères pour répondre à cette question. Tout d'abord, les hôpitaux. Nous avons 18 hôpitaux en Inde qui nous appartiennent. Il y a ensuite 45 établissements qui sont rattachés à d'autres églises ou organisations chrétiennes que la nôtre. Nos hôpitaux reçoivent entre 7 et 800 000 nouveaux patients par année, alors que nous servons plus de 100 000 patients chaque année pour des complications, des opérations et autres traitements. Enfin, nous travaillons aussi avec le gouvernement de façon générale, mais aussi régionale, en leur apportant un appui technique. Donc si vous incluez ceci, ce sont entre 20 et 25% des patients qui sont pris en charge par la mission contre la lèpre, également pour de la formation et des conseils techniques. Through training, through technical advice. Alors Éric Chollet, on vient d'entendre le docteur Cornelius Walter, il a surtout parlé de l'Inde. Quels sont les autres pays dans le monde qui sont directement touchés par la lèpre? Alors, il y a encore une dizaine de pays qui ne répondent pas aux critères de l'OMS, à savoir qu'il y ait moins d'un cas pour 10 000 habitants. Et la dernière liste en date, qui peut être fluctuante d'année en année, mais actuellement, c'est l'Angola. Donc plutôt des pays là africains. Alors, il y a plusieurs pays d'Afrique, tels que l'Angola, Centrafrique, la RD du Congo, le Libéria, Madagascar, Mozambique et Tanzanie pour l'Afrique. Et en ce qui concerne l'Asie,
En dehors de l'Inde, il y a encore le Népal qui ne répond pas à ces critères. Et en Amérique, le Brésil. D'accord. Uhum. Et puis, vous êtes vous-même, en tant qu'ONG qui s'occupe de la lèpre, impliqué dans chacun de ces pays pour tenter sur place d'éradiquer cette terrible maladie. Alors, dans certains pays, nous ne sommes pas impliqués. Par exemple, le Brésil, puisque le Brésil est couvert par une autre organisation partenaire de la mission contre la lèpre, qui a son siège en Amérique. Et puis, il faut dire qu'il y a aussi d'autres partenaires, ILEP. ILEP, c'est une fédération qui réunit toutes les organisations non gouvernementales qui luttent contre la lèpre. Et par exemple, à Madagascar ou en Tanzanie et également au Libéria, ce sont d'autres partenaires de cette fédération qui ont la charge d'éradiquer ou de lutter contre la lèpre dans ces pays. Alors, je vous propose de poursuivre avec le docteur Cornelius Walter. Il nous dit un peu là quel est le moteur de son action. So our motivation is that we Notre are motivation est que nous sommes les imitateurs de Christ et en tant que tels, nous devons témoigner de notre amour, notre passion et notre intérêt envers les plus démunis, dont bien sûr les malades de la lèpre font partie. C'est cette motivation qui a permis la continuité de notre mission durant plus de 130 ans. Et personnellement, c'est une motivation qui vous rejoint, qui vous anime profondément. Absolutely yes. I was born in a Christian family. Absolument, oui. Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai passé la plus grande partie de ma vie à travailler avec des missions en Inde et dans d'autres pays. I don't talk too much about Christianity because I believe Je ne parle pas tellement de ma foi parce que je crois que les mots ne suffisent pas et que les actions sont plus importantes. Dans un contexte comme celui de l'Inde, où les chrétiens ne sont qu'une petite minorité de 2,5% de la population, notre sécurité sur le terrain dépend avant tout de la crédibilité de notre travail. Et c'est seulement là que parler d'amour et de compassion prend tout son sens. That we mean it, that when we talk about love and compassion, we must reflect it through our work, through our lives. Ce sont nos vies qui doivent d'abord refléter les valeurs de notre engagement chrétien. Le témoignage oral est utilisé quand cela est nécessaire. C'est donc de cette façon que j'ai travaillé pendant très longtemps, et lorsque je parle de ma foi, ce n'est pas pour essayer d'impressionner ou tenter de convaincre que mon Dieu est meilleur que leur Dieu, mais pour dire que cela m'aide dans mon travail. Qu'est-ce qui, dans la personne du Christ, vous motive le plus à soigner les lépreux? The two greatest commandments which Jesus Christ spelled out, love your God and love your neighbor. Les deux plus grands commandements que le Christ nous ait donnés sont « Aime ton Dieu et aime ton prochain ». Aimer Dieu dans la tranquillité de ma chambre est facile. Je peux prier et me sentir un avec Dieu. Mais quand il s'agit d'aimer mon prochain, je ne suis pas aussi généreux. Je m'aime davantage que j'aime mon prochain. Et je crois que pour moi, aimer mon prochain est le test crucial du chrétien. L'aimer autant que je m'aime moi-même, au-delà de moi-même ou de ma famille. C'est ça que j'aimerais pouvoir atteindre et je continue de travailler là-dessus. Mais ma nature égoïste m'empêche d'aimer mon prochain autant que je devrais, comme Christ nous l'a demandé. Donc pour moi, le commandement de Christ d'aimer son prochain est le vrai défi du chrétien. The commandment on loving the neighbor is the real test of good Christians. Alors Éric Cholet, on vient d'entendre les convictions fondamentales qui servent un peu de moteur au docteur Cornelius Walter. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces motivations-là? Finalement, la mission de votre ONG, c'est vraiment de mettre concrètement en application l'amour du prochain. Absolument, oui. Alors ça, je me retrouve totalement dans ce qu'a partagé le docteur Walter. Et ce qui fait ma motivation aussi dans mon travail, effectivement, elle est basée essentiellement sur mes convictions, sur la foi que j'ai en Jésus-Christ. Et j'essaye tant bien que mal d'être son témoin en étant au service. Je trouve que c'est vraiment
un privilège de pouvoir servir de cette manière-là. Alors, est-ce que toutes les personnes qui travaillent pour votre ONG doivent être nécessairement des chrétiens convaincus? Toutes les personnes qui occupent des places à position, c'est une exigence de la mission, effectivement, que la personne puisse partager cette même éthique ou cette même vision dans le travail. Vous avez amené sur ce plateau cet objet, donc un magnifique éléphant avec un cornac dessus, je crois que c'est comme ça qu'on appelle la personne qui se tient sur l'éléphant. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cet objet a été confectionné par un lépreux qui n'avait plus de doigts. C'est ça. Alors ça, c'est vraiment le symbole de quelque chose de fantastique dans tout le travail de réhabilitation que nous essayons aussi de faire auprès de ces personnes affectées par la lèpre. Comme vous l'avez mentionné, cet éléphant a été fait en Thaïlande par une personne très, très handicapée pour lequel, normalement, il n'y aurait eu aucun espoir. Et avec des encouragements et beaucoup d'exercices, cet homme, malgré qu'il était amputé de tous ses doigts, eh bien, a créé une œuvre fantastique, merveilleuse. Et ça montre tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière chaque individu et que personne n'a le droit d'être banni faute d'handicap. Manifestement, on peut se dire qu'au travers du face-à-face, de la fréquentation de votre ONG, cette personne, ce malade de la lèpre, a vraiment acquis des compétences professionnelles, des compétences de sculpteur tout à fait exceptionnelles. Oui. Alors c'est un volet dans lequel nous sommes de plus en plus impliqués, ce qui est tout le domaine aussi de la formation, du training, comme on dit. Et la mission a actuellement 5 ou 6 centres de formation professionnelle, alors où on aide, où on donne des moyens à des jeunes d'acquérir des compétences qui sont reconnues au niveau national, sanctionnées par des certificats de fin d'études dans différentes disciplines. Et là, ça permet véritablement à ces gens, très atteints dans leur mobilité peut-être ou dans leur santé, de recouvrer un certain statut social. Voilà. Alors, il n'y a pas seulement des personnes qui sont atteintes physiquement, beaucoup qui sont atteintes peut-être au niveau psychique ou émotionnel et qui sont peut-être rejetées parce qu'elles viennent d'une famille qui a la lèpre et puis ces personnes sont déjà marginalisées, avec peut-être pas accès à des études, à l'école. Alors ce sont aussi toutes ces personnes, ces jeunes personnes qui pourraient être complètement exclues, même qu'elles n'ont aucun handicap et parfois qu'elles n'ont même pas la lèpre du tout, mais qui sont dans un environnement défavorable. Alors on essaye aussi d'apporter des structures qui encouragent et qui donnent un potentiel, un futur nouveau à ces personnes-là également. Je vous propose maintenant de voir une autre séquence, parce que lorsque le docteur Cornelius Walter était ici, en Suisse romande, eh bien, nous avons eu l'occasion ensemble d'aller visiter un des amis de votre ONG. Alors, en route. Good morning again, yes. This time I speak English. Should we proceed to the courtyard? Okay, thank you. So we can have a drink before lunch. Guy Ducret, vous êtes ambassadeur suisse à la retraite, vous avez séjourné pendant plusieurs années en Inde. Dans quelles circonstances est-ce que vous avez été mis en contact avec la mission contre la lèpre? C'est arrivé assez vite, il y a eu un concours de circonstances. D'abord, le point de départ, c'est qu'au début de ma carrière, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais à Berne en 1963-64. Une circulaire est arrivée sur mon bureau et on nous demandait si nous étions disposés à verser un montant X, de notre salaire minimum, pour aider une action en faveur des lépreux. Oui, je trouvais que c'était une idée intéressante. Le prélèvement était indolore parce qu'on accepte la chose, puis après on l'oublie. Et puis il y a ce prélèvement modeste qui se fait, mais qui se fait mois après mois, année après année. Alors finalement, je ne sais pas quel est le nombre de fonctionnaires suisses qui ont été d'accord de verser ce petit montant. Ça, les petits ruisseaux qui font des plus grandes rivières. Et nous avons
contribué assez activement à cette organisation qui s'appelle la Leprosy Mission. Et là, du point de vue concret, comment est-ce que vous avez appréhendé la réalisation sur place dans le cadre de cet hôpital? C'était quelque chose de positif, qui tenait la route? C'était un peu contestable? Quel a été votre sentiment? Ah non, ce n'était pas contestable. Là, j'ai été immédiatement convaincu par le très grand sérieux du travail qui était accompli sur place. Il y avait une attention du personnel soignant vis-à-vis des malades, vis-à-vis des lépreux. Il y avait une propreté méticuleuse de tout cet environnement médicalisé, hospitalier, qui m'a encouragé. C'est pas facile dans un pays comme l'Inde où déjà, ce jour-là, il faisait déjà sensiblement au-dessus de 40 degrés. Donc une grosse chaleur. C'est d'autant plus difficile de garder les choses parfaitement propres et dans un environnement tel que celui-là. Et vous-même, en fréquentant des lépreux, qu'est-ce que vous avez reçu de leur part? En quoi est-ce que finalement la tragédie qui traverse leur vie vous a apporté quelque chose? Le sourire. Le sourire de quelqu'un qui a un handicap important. Des gens qui sont dans la souffrance, qui sont dans le besoin, qui sont démunis. Et j'en ai vu parfois gravement atteints physiquement et qui vous font un grand sourire. Et ce sourire est beaucoup plus fort que le sourire de toutes les stars de cinéma. C'est un sourire qui vient de l'intérieur, c'est un sourire de l'âme. Alors Éric Chollet, là, des paroles très fortes de la part de l'ambassadeur à la retraite Guy Ducret. Il disait, finalement, le sourire des lépreux, c'est mieux qu'un sourire ou des sourires d'une star de cinéma. C'est aussi vous-même ce que vous avez réalisé parfois en confrontant de près des personnes qui étaient atteintes de la lèpre? C'est ce que j'aurais aimé dire si j'avais eu plus de temps lorsque vous m'avez posé la question sur les motivations. La première, j'ai dit Christ, la foi en Christ. La deuxième motivation que j'aurais mentionnée, effectivement, c'est celle que l'on rencontre au travers des malades. Et chaque fois que j'ai l'occasion d'être confronté à des patients, je reviens fortifié, renouvelé, comme l'a dit l'ambassadeur Ducret, par le sourire que ces personnes vous accordent et de voir ces personnes soit handicapées, soit défavorisées, et avoir une joie de vie ou effectivement une lumière intérieure qui se reflète sur leur visage, même parfois sur des visages qui sont mutilés par la souffrance ou les marques de la lèpre. L'ambassadeur Ducret a représenté quelque chose d'important pour vous parce que lorsqu'il était en poste en Inde, il a à une ou deux reprises permis quelque part de médiatiser le fait que lépreux et non lépreux pouvaient vivre ensemble sans trop de risques et dans une certaine pacification. Pour effectivement apporter une contribution utile au niveau national, il a décidé d'inviter des patients à venir boire le thé à l'ambassade. Et ça ne se fait pas du tout d'ordinaire. Ah, ça ne s'était jamais fait. C'était vraiment une première dans le pays. Et ça n'a pas été facile. Comme me le disait Madame Ducret, lorsqu'elle a partagé cette idée avec son personnel, qui allait avoir cet événement à l'intérieur de l'ambassade, tout le personnel a refusé de servir. Son personnel a dit, alors nous ne viendrons pas. Elle a dit, ben, ça ne fait rien, vous préparez tout en avance et c'est moi qui ferai le service. Mais les gens là-bas avaient peur de quoi? D'être contaminés de manière directe? Oui, c'est là qu'on voit tout le stigma qui est lié à cette lèpre, malgré tout ce qu'on en sait. Eh bien, il reste quand même une crainte qui est très forte dans l'esprit des gens. Les gens, effectivement, avaient peur de prendre un risque d'attraper la lèpre. Mais ce qui était fantastique par cette expérience, c'est qu'elle a fait école. Parce que par la suite, elle a été reprise par d'autres, par un autre ambassadeur anglais, puis ensuite par un ministre indien. Et tout ça, je pense, apporte ou a apporté une contribution importante à la réhabilitation de la lèpre dans cet immense pays qu'est l'Inde. Donc là, finalement, vous aviez, au travers de votre ONG, réussi un coup médiatique tout à fait intéressant. Ah oui, alors là, c'était exceptionnel.
Et je pense que le plus grand coup médiatique, bien sûr, a été lorsque le vice-président d'alors, président ensuite de l'Inde, a accepté de venir pour une ouverture officielle d'un hôpital qui dépend tout de même d'une mission. Alors, ce qui m'a frappé dans l'ouverture de cet hôpital, c'est de voir le courage de la mission d'afficher clairement son identité, malgré qu'il y avait tous ces officiels au plus haut niveau, une couverture de la presse au niveau national. Je crois qu'il y avait plus de 70 journalistes de la presse écrite, télévisée qui étaient là. Et à l'entrée de l'hôpital, le président a dû découvrir une plaque où il était marqué « Au nom de Dieu, cet hôpital aujourd'hui est ouvert par… » Et puis il y avait un autre de ces écriteaux à la sortie de l'hôpital qu'un autre officiel a dû découvrir, et c'était marqué « Au nom de Jésus-Christ ». Cet hôpital est inauguré ou a été financé par la Fondation des fonctionnaires suisses, par exemple. Alors même là, l'ambassadeur était très, très étonné et m'a dit sur le moment, il m'a dit, mais dans un pays christianisé ou chrétien tel que le nôtre, on n'oserait jamais afficher sa foi de manière sérieuse. Ça n'a pas fait problème, ça n'a pas été perçu comme une sorte d'abus d'une mission chrétienne par rapport à des gens qui confessent d'autres divinités. Absolument pas. Il faut dire que l'esprit religieux est une composante importante dans l'esprit des gens, dans ces pays-là. Donc il y a un amalgame beaucoup plus probant entre le religieux du syncrétisme, ce qu'on n'en a peut-être pas chez nous. Donc pour eux, de mélanger le spirituel avec une activité, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc ça n'a pas du tout été choquant. Et même le vice-président d'alors, à son ouverture de son discours, la première chose qu'il a mentionnée, c'est Jésus dans la Bible a guéri des lépreux. Et ensuite, il a pris l'exemple de Gandhi, il a cité d'autres exemples, mais il a inclus également un exemple biblique. Éric Chollet, un grand merci de nous avoir permis de voyager, mais aussi de prendre conscience de ce qu'est aujourd'hui votre combat contre la lèpre, un combat que vous menez au nom du Christ. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission Réflexion vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de prendre conscience d'une ou deux choses concernant la lèpre. Merci de votre attention. À bientôt.